Et dans le cadre de cette exposition, où la thématique c'est l'art de signer comment, avec son nom, son prénom, avec d'autres choses, eh bien, il y a toute une partie qui est consacrée à la signature sensorielle, celle qu'on reconnaît par les sens, par les goûts, par l'odorat. On n'a pas présenté de parfum qui permettent de reconnaître la signature d'un parfumeur ou autre, mais vous verrez qu'on a présenté la signature musicale, la signature architecturale, la signature cinématographique, la signature œnologique, et puis, last but not the least, la signature culinaire. Et c'est pour ça que Éric Guérin, chef étoilé de la Mare aux Oiseaux, en Brière, tout près de la maison du parc de Brière, et son chef de maison, son directeur de maison, pardon, sont là pour cette rencontre, nous expliquer la manière dont ils créent leur menu, leur cuisine, pour le plaisir de nos palais. Là, on retrouve la signature sensorielle avec le goût. Voilà, et à l'issue de cette rencontre, comme à chaque fois, il y aura la possibilité de poser la question à un des invités que je remercie très chaleureusement d'être présent parmi nous ce soir. Alors, ils vont sans doute parler sans micro, et puis si vous n'entendez pas, eh bien écoutez, il ne faudra pas... Ah si, il faut le micro, voilà. Voilà. Pour l'enregistrement, il faut le micro, sinon il faudra, comment dirais-je, diffuser uniquement pour les personnes qui arrivent à lire sur les lèvres. Voilà, bon, il faut le micro. Donc, vous avez chacun votre micro. C'est moi qui vais couper encore le vote. Je sais pas que vous m'en parlez, donc en même temps, vous que je fasse ici. Sinon, tu peux le laisser. Vous pouvez laisser charger un peu? Bonsoir à tous. Merci d'être là déjà, présents tous. Alors je ne suis pas un grand conférencier, j'ai pas l'habitude, on est venu me chercher gentiment et je trouvais que la rencontre, le partage, le sujet était un peu inhabituel pour moi et finalement ce côté inhabituel et culturel m'intéressait et je me suis dit bah, tiens, comment on va faire pour partager la signature de la maison qui est vraiment la signature de la maison. C'est-à-dire que moi je suis cuisinier, mais avant tout, je fais ce métier-là pour une maison que j'aime, qui est dans un territoire que j'aime et que je défends. Et ma vraie signature, je crois qu'elle est là, c'est celle du cœur et du partage. Donc je suis venu avec Félix aujourd'hui, Félix Rigaud qui est le directeur de la maison. On gère la maison tous les deux, avec plein d'axes. On va pas réussir en une heure à parler vraiment de tous nos actes, de toutes nos signatures, qu'elles soient bienveillantes, sociales avec le personnel, mais aussi environnementales. On a beaucoup de points d'accès autour de la Brière. Félix, ça fait combien de temps que tu feras les points? 8 ans. Ça fait 8 ans. Ouais. Ça fait 8 ans. Félix est arrivé d'un autre milieu, c'est-à-dire pas du tout de la restauration, et ce qui a fait aussi beaucoup changer mon mode d'expression, ma façon de travailler, et notamment avec toute l'équipe de salle. C'est-à-dire qu'en cuisine, j'ai très vite trouvé mes marques et trouvé la façon de partager, d'échanger, et j'ai toujours eu une petite barrière avec l'équipe de salle, malgré moi, qui ne comprenait pas tout à fait là où je voulais aller. Et Félix, lui, est arrivé d'un milieu plus communicatif, puisque tu faisais de la communication, et puis du théâtre. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à finalement transmettre toutes nos envies et une vraie signature entre cuisine et salle qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on a atteint vraiment quelque chose d'assez complet à la Mare aux Oiseaux. Oui, c'est vrai que en fait, la salle, c'est un pilier assez essentiel puisque c'est eux qui vont communiquer avec le client, c'est eux qui vont passer les messages. Et pour qu'ils passent correctement les messages, il faut qu'ils comprennent les messages qu'on a envie de faire passer. Et donc, il y a un énorme travail de briefing, de déconstruire le plat, de raconter pourquoi est-ce qu'on a fait ce plat. Ça, on va y revenir un petit peu plus en détail. Mais c'est vrai moi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup. On a parlé de théâtre, on a parlé de communication. Ce qui est hyper important, je pense, dans notre
dans notre entreprise, c'est le storytelling. On aime bien raconter des histoires, on aime bien inclure les gens qui viennent chez nous dans notre histoire, qui devient un petit peu la leur, du coup, le temps d'une soirée, le temps d'un week-end. Mais raconter des histoires, c'est un art, il faut savoir le faire. Du coup, on travaille beaucoup là-dessus. Je ne sais pas si on peut commencer à développer sur ce sujet-là. Bah, si on commence là-dessus, on va déjà vachement développer. Nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire, en tout cas tous les deux, pour casser un peu les codes de la restauration, c'est que chaque personne qui travaille chez nous existe avec sa signature personnelle, déjà. De manière... on n'a pas mis d'uniforme pour le moment, pas encore. On met des codes, mais chacun dans le code a le droit d'avoir quelque chose qui apporte sa personnalité, que ce soit un papillon, un pantalon, une chemise différente, mais avec des codes couleurs. Et puis surtout, et c'est là où le théâtre entre beaucoup en jeu, c'est qu'on leur a transmis, grâce au théâtre, une façon d'être. Que ce soit de se tenir, d'avoir le respect de soi, le respect de l'autre, la confiance en soi, la confiance en l'autre, et on leur demande vraiment de s'exprimer. Alors que souvent dans la restauration, c'est le chef il est merveilleux, le chef il est beau, le chef il fait ça, mais bon, on n'a pas le droit d'exister. Nous, ce qu'on aime, et notamment, surtout pour moi, c'est quand à la fin du repas, on me dit, bon, effectivement c'était bon, et qu'on me dit, oh la petite Leïla, elle était géniale, Clément, la prochaine fois, je veux que ce soit lui qui me serve. Et à partir du moment où déjà il y a une signature humaine, pour moi c'est très très important. Ouais, c'est ça, on a parlé de personnalité tout à l'heure, il faut savoir aussi exprimer sa personnalité correctement. Donc, moi qui viens du théâtre aussi, j'ai mis en place tous les mois un atelier avec un metteur en scène qui vient dans le restaurant, ou aussi il y a des mois où le personnel de salle va dans un théâtre, un vrai théâtre, avec des vraies lumières, avec des vrais fauteuils rouges, avec un vrai rideau. Et là, ils se mettent en scène, ils apprennent à communiquer les uns avec les autres, ils apprennent surtout à exister dans un espace, parce que finalement, le restaurant, c'est une scène tous les soirs, c'est une scène avec un nouveau public. Ils sont sous les feux de la rampe, ils sont observés, ils sont écoutés. Et ça s'apprend. Je suis convaincu que de travailler là-dessus, on fait passer les messages après un tout petit peu autrement. Voilà, donc ça c'est un premier axe qu'on a essayé de mettre en place, et après on a un deuxième axe avec le chef. Il y a une grosse dimension artistique, il y a une grosse dimension émotionnelle dans sa cuisine, et ça évidemment c'est pas forcément induit. L'idée c'est de faire avoir des émotions aux gens qui viennent nous voir, et c'est aussi de l'expliquer autrement. Pour l'expliquer, c'est la salle qui l'explique. À chaque plat, évidemment, le serveur ou le chef de rang va expliquer le plat qui est servi. Et nous, on aime bien faire une double lecture. Évidemment, on va parler de l'essentiel, on va raconter un tout petit peu ce qu'il y a dans l'assiette, les produits, forcément, mais ce qu'on aime par-dessus tout chez nous, c'est de raconter une histoire. On raconte l'histoire du chef, pourquoi est-ce qu'il a créé ça, qu'est-ce que ça lui évoque, sur quel chemin émotionnel est-ce que ça devrait emporter, est-ce qu'on est dans un tropisme, est-ce qu'on est dans la petite Madeleine de Proust. Voilà, on essaie de, en fait, on fonctionne de la manière suivante, c'est qu'à chaque création de carte, assez prolixe en termes de création. Oui, chez nous aujourd'hui, on change environ 3-4, voire 4 plats, 3 à 4 plats toutes les semaines à toutes les 2 semaines. Ce qui est assez rare comme fonctionnement dans un restaurant gastronomique. Dans un restaurant étoilé, oui. Et à chaque création de plat, on se pose tous les deux, et moi je l'interroge sur son plat. Qu'est-ce que ça lui évoque? Pourquoi est-ce qu'il est allé chercher ça? Quelle texture, quel souvenir il veut apporter? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces couleurs-là? Et là, on part dans ce qu'on appelle donc cette deuxième lecture, qui est un peu plus perso, un peu plus artistique, un peu plus émotive, que moi j'essaie de retranscrire. Et ensuite, je repasse ces messages-là au personnel en salle pour qu'ils puissent, à leur tour, raconter des histoires et essayer de mettre en scène ces histoires comme ils ont pu l'apprendre, par exemple, pendant les cours de théâtre. C'est-à-dire que chaque personne a une approche technique. On a tel producteur, tel produit, on le cuit comme ça, il a tel goût, et en même temps, il a une approche plus artistique, la couleur, l'époque, le rêve, enfin tout ce que je vais vous expliquer derrière.
Et en fait, ils prennent ces deux messages-là et ils peuvent les retranscrire chacun avec leurs mots, avec des mots qu'on essaye aussi de leur faire sortir, parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui forcément très bien communiquer. Aujourd'hui, les jeunes sont plus sur leur téléphone qu'à échanger. Et du coup, nous, grâce au théâtre, on a réussi à mettre des mots sur toutes ces choses-là. Et chacun, avec sa personnalité, va capter finalement les mots qu'il veut et les retranscrire. Et comme ça, chaque personne aura un message qui sera dans une direction, mais avec une personnalité. Ça, c'était pour la partie un peu échange cuisine-salle. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour comprendre tout ça, il faut déjà comprendre d'où je viens et qui je suis et pourquoi je suis là. Moi, j'ai grandi... alors, mon parcours est un peu spécial parce que je suis né à Toulouse avec une maman alsacienne. Donc déjà, c'est une grande diagonale. Et dans cette diagonale du fou, j'ai grandi en Normandie, à Giverny, sur les traces de Claude Monet, juste à côté. Et un jour, je suis venu en vacances sur une petite île, là, ça on va dire que c'est la Brière. J'ai pas eu trop le temps de faire un peu de dessin. Oui, c'est pas un petit lézard. On va dire que ça c'est la Brière, au milieu de la Brière il y a une petite île. Cette île c'est l'île de Fédrin. Moi depuis que je suis tout petit, je suis passionné par les oiseaux. Et mon père, un jour en venant en vacances dans ce coin-là, il a découvert l'île de Fédrin et il m'a dit il faut que je t'emmène là, c'est assez incroyable. Tu vas voir, c'est un peu l'Afrique en France, il y a des oiseaux partout et c'est sauvage. Alors c'est pas la Brière d'aujourd'hui, c'était la Brière d'il y a quand même quelques années en arrière. Il y avait des nénuphars partout, c'était magnifique. Et effectivement, je suis venu en vacances là avec mon père et on a tellement adoré ce coin. En plus, on est allé chez l'habitant. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose autour de Fédrin. Et du coup, on était logé chez l'habitant. Et pour la petite histoire, le jeune homme chez qui j'étais logé, qui me prêtait sa chambre, qui avait 14 ans, moi j'en avais 16, il m'a emmené tout de suite en Brière. Et du coup, je partais à 4h du matin avec lui, il m'emmenait chasser le canard. On rentrait, on allait relever les bosselles, on sortait les anguilles. Et ensuite, il m'emmenait au brochet. Et puis l'après-midi, on allait pêcher les grenouilles. Et le soir, il me ramenait au canard. Alors c'était une espèce de vie sauvage. Moi qui étais complètement amoureux de la nature, et la même année je rentrais à l'école hôtelière à Paris, et du coup je découvrais que je pouvais cuisiner tous ces produits-là que j'allais cueillir, ramasser, chasser avec lui, et se faire plaisir après, et faire revivre toutes ces choses-là par la gourmandise. Ça, j'avais 16 ans. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté toute autre sorte de vacances, que ce soit le ski ou autre. Je venais là. Et je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Voilà, je connaissais que l'île de Fédrin. Il n'y avait pas d'autoroute, j'arrivais en train, on venait me chercher et j'étais là. Et puis, de mes 16 ans à mes 25 ans, j'ai fait ça. Alors après, j'ai découvert, bien sûr, j'ai eu une voiture, j'ai découvert qu'il y avait la plage, qu'il y avait la mer, qu'on pouvait vivre d'autres aventures en Brière, qui venaient juste compléter le plaisir que j'avais, moi, à vivre en sauvage dans les marais. Et puis, un jour, à 25 ans, quand je suis venu là, on m'a dit, la petite auberge du village, elle est à vendre. Et je suis rentré à la maison. Et moi, ça faisait quand même déjà quelques années, ça faisait 10 ans que j'étais sur Paris, dans des grandes maisons à 2-3 étoiles, avec un rythme très soutenu, avec même plus que soutenu, avec des rythmes assez violents même et compliqués. Et j'avais pas de chef qui me faisait rêver à l'époque. Le chef qui me faisait rêver, c'était Pierre Gagnère, il venait de se casser la figure à Saint-Étienne. Après, il y avait des chefs comme Robuchon, mais l'ambiance en cuisine ne me convenait pas. Et j'avais fait un petit peu le tour des maisons dans lesquelles je voulais aller. Et je me suis dit, tiens, si je venais m'installer là, quelques années pour me reposer. Alors dans ma tête d'ado, enfin j'avais 25 ans, donc quand je les vois aujourd'hui à 25 ans, pour moi c'était des ados. Dans ma tête, c'était vraiment, je venais là pour continuer à aller faire du ski nautique, aller à la chasse au canard, à la pêche aux grenouilles et vivre à Fédrin. C'était pas du tout dans l'esprit d'y faire carrière. Donc ça c'était en septembre, et en décembre je donnais ma démission. À l'époque j'étais sur la Tour Eiffel au Jules Verne depuis plus de 2 ans et demi. Je donnais ma démission. Le 1er février j'achetais la mare aux oiseaux qui s'appelait l'Auberge du Parc, et le 1er avril j'ouvrais ma petite chaumière avec 25 couverts. On était 4, j'avais une personne à la plonge, j'avais un apprenti avec moi et une personne en salle, 3 petites chambres. Et là, je me suis retrouvé parachuté de cuisinier dans une grande maison, une grande brigade. On arrive tous les matins, les frigos sont pleins, le personnel, on n'a pas besoin d'y réfléchir, ils sont là. On nous demande juste de taper dessus et on les change si ça ne marche pas.
Et là, je me retrouvais chez moi dans ma petite chaumière. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'avais pas une personne qui voulait me livrer, parce que j'étais hors des circuits, parce que Saint-Joachim, c'était considéré comme un peu chez les fous. Ça, je l'ai compris en y arrivant. Et que personne ne voulait venir là. Parce que tout ce qui se passait en Brière, c'était là, à côté de la Baule, mais rien ne se passait là. Donc personne ne voulait venir là. Donc là, moi je me suis retrouvé un peu isolé, perdu, tout seul, et puis il a fallu que je commence à dire, bah maintenant, je fais plus la cuisine des autres, je fais ma cuisine à moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc bah, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je me suis dit, la Brière c'est quoi? Des anguilles, du cendre, qu'est-ce qu'on avait? On avait du canard à l'époque. Voilà, puis après, une fois sorti de tout ça, en Brière, bah, j'avais pas grand-chose. Hein. Déjà, pour arriver à avoir ça, c'était pas facile. Les écrevisses, j'avais pas le droit d'y toucher, parce que c'est, d'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai le droit d'y toucher. Donc je me suis créé tout un territoire imaginaire. Donc pour moi, c'était un peu des trucs de contes de fées. Donc voilà, bah, tout ce qui était eau, humide. Donc après, voilà, j'ai mis des choses comme ça. Eau, humidité, roseau. Et puis, donc on partait sur les escargots, par exemple. Quand j'étais sur les escargots, je me suis dit, bah, en fait, il y a la côte qui est là, avec la mer. Donc j'ai commencé à me dire, bah, les cousins. Donc les cousins des escargots, bah, j'avais des bigorneaux. Et puis j'ai commencé à me raconter des histoires comme ça. Puis très vite, je me suis aperçu, comme je suis passionné par les oiseaux, que sur la côte, là, ici, vers le Croisic, vers tous ces coins-là, là, il y avait les marais salants. Donc aussi, j'avais le sel, ça devenait un peu mon petit produit magique, c'était ma poudre d'escampette. Et puis là, je voyais des canards qui étaient là, des pigeons et tout. Alors je me suis dit, tiens, bah, ils sont là, donc ils font ça. Alors j'ai commencé à créer des plats aller-retour. Donc aller-retour, c'était, par exemple, j'ai fait pigeon grenouille. Et le premier plat qui m'a fait connaître et qui a fait venir le premier journaliste, c'est un journaliste du Monde, c'était un canard à la sardine. Et en même temps, je jouais, c'était poisson bleu, canard bleu. Ouais, je jouais un peu sur les couleurs, sur les reflets, sur le côté aller-retour. Je vais me nourrir, puis je reviens dormir ici. Et voilà comment j'ai commencé tout doucement à sortir de mon carcan de jeune cuisinier parisien qui avait appris à travailler en cuisine à Paris et à créer une première signature finalement, puisque c'était cette signature qui était à la fois d'abord transmise par les oiseaux qui partaient et qui revenaient et qui trouvaient de la nourriture, en même temps par mon territoire, avec des grenouilles, avec des sardines, puisqu'on m'avait dit que la Turballe c'était le premier port sardinier, et puis finalement, au fur et à mesure, bah, hop, ils prenaient des herbes, ils prenaient des choses qu'ils trouvaient sur leur chemin, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à créer ma première signature. Donc ça c'était en 96, 97, 98, voilà. Ça c'était vraiment le début de l'aventure. Là t'étais pas encore là, je sais même pas si t'étais né. Et puis les années sont passées, il y a eu un moment où ça a commencé... Alors effectivement il y a eu 10 ans sont passés, un peu moins de 10 ans. Moi je me suis installé le 1er avril 95 et alors à l'époque il faut penser quand même qu'en Brière là j'avais personne. Hein. Quand je faisais 6 couverts un samedi soir, j'étais content. Hein. La semaine, je n'avais personne. Je crois que le pire que j'ai fait, c'est 11 jours sans un client. Alors j'avais une crêperie au bout du chemin, là, et je faisais à la fois des crêpes et à la fois mon truc, là. Et à la fois, j'essayais de faire ma cuisine. Mais bon, c'était bien, mais en même temps, c'était pas suffisant pour vivre. Donc, je vais vous raconter la petite anecdote, c'est qu'en 2000, les banquiers ont dit à mes parents, bon, bah là c'est fini, votre fils, ça suffit, on peut pas suivre. Et mon père a dit, bah, soyez gentils, il termine son bilan en février, vu qu'il a acheté en 1er février, laissez-le aller au bout, et puis après, bah, on arrête. Quoi. Et donc, février 2000, je décide d'arrêter, enfin on décide malheureusement d'arrêter ce métier-là. Et bon, moi j'avais décidé de faire autre chose, je sais pas encore quoi. Et je ferme la boutique le dernier dimanche de février, qui était un 25, et le 26 au matin, j'ai eu l'étoile Michelin. Et c'est de là est repartie encore une autre aventure. C'est-à-dire qu'il a fallu que je relance toute la machine et toutes les choses.
Et puis à partir du moment où j'ai eu l'étoile au Michelin, ça a été différent, parce que là c'est devenu un centre important. Tout le monde venait me voir, tout le monde voulait me vendre du poisson, de la viande, du vin, machin. Alors là, je croulais sous les demandes, et je croulais sous les demandes de personnel aussi, parce qu'avant, effectivement, j'avais pas de personnel non plus. Et du coup, j'ai commencé à développer un tout petit peu ma petite chaumière. Sauf que, à l'époque, faut penser, j'avais même pas un fourneau, j'avais des camping-gaz, et on faisait vraiment de la popote, quoi. Et sauf que là, j'ai réussi à vraiment développer les choses. On a arrêté les crêpes, on se servait de la crêperie pour faire attendre les gens, on doublait les services, on arrivait à faire 50 par service, 100 par jour, et on était une toute petite équipe. J'ai pris mon premier second, j'avais pris un deuxième apprenti, en salle il devait être 2 apprentis et une personne. On était arrivé à être 8-9, et là, ça bombardait un petit peu. Du coup, j'ai commencé à repartir en vacances. Donc comme j'avais pas beaucoup de sous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite voiture, je suis descendu au Maroc par l'Espagne. Et là je me suis dit, mais en fait les oiseaux, ils voyagent, ils font ça, mais ils peuvent aussi, ils vont très loin parce qu'ils font des migrations. Et alors là j'ai commencé à faire rentrer les épices par la cuisine marocaine dans ma cuisine, qui à l'époque n'en comportait aucun. Et donc là je suis vraiment revenu avec le Maroc, je suis allé beaucoup au Maroc, et je revenais à chaque fois avec plein d'épices. Et du coup, ma cuisine, elle a commencé à prendre une orientation très épicée. Alors moi, j'appelais ça soleil. À l'époque, j'avais des appellations un peu alambiquées. C'était vraiment des contes de fées. Et j'ai toujours eu un peu cette recherche de l'enfance. Et en même temps, à cette période-là, ça faisait quand même quelques années maintenant que j'étais en Brière, j'avais mis en ligne quelque chose. Je m'étais dit, en fait, j'habite sur une île. Qu'est-ce qui se passe quand on habite sur une île? Tous les Iliens sont très accrochés avec leurs racines à leur terre, mais ils ont toujours envie, c'est presque une prison, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc j'ai commencé à me dire, ailleurs c'est les voyages. Une fois qu'on est loin de son île, comme on est très accroché à sa terre, on a envie d'y revenir. Et du coup j'ai commencé à lancer une cuisine qui était vraiment des allers-retours comme ça, à vol d'oiseau, où je partais très loin et je revenais, mais toujours, ma base c'était un produit régional très fort. On partait avec des épices, avec des choses d'ailleurs, des petits produits, que ce soit ici, que ce soit au Japon, que ce soit partout où j'ai pu aller. Je ramenais toujours un souvenir, et j'avais toujours l'impression que mes oiseaux ils faisaient le tour du monde, ils partaient, ils revenaient. Et là, j'ai lancé cette cuisine-là. Un petit peu plus tard, je suis allé un petit peu plus loin. Je me suis dit, finalement, les aliments sont très forts aussi. Et dans les aliments, j'ai voulu travailler sur 3 choses. La terre, l'eau et l'air. Voilà. Ça a été une autre maturité dans la construction de ma signature en Brière. La terre, pour moi, ça représentait d'où on vient, l'histoire, qui on est, le savoir-faire et finalement l'attachement à ses racines et à la vie. Ensuite, j'avais l'eau. Forcément, autour de l'île, il y a l'eau. L'eau, c'était la mise en relation. Donc l'eau, c'était tout ce qui permettait vraiment de faire un lien entre les produits, de joindre les énergies, de faire en sorte que tout ça se tienne et qu'il y ait une vie. Par exemple, pour moi, un radis, quand il croque, quand il y a du poivre, il y a de l'eau. Quand il pleut, ou quand j'ai envie d'amener ces trucs-là, j'ai plein de produits qui représentent la pluie. Voilà, par exemple, dès qu'il y a de l'eau, beaucoup d'eau dans un produit, c'est de la pluie, c'est de l'eau, c'est quelque chose qui va se remettre en relation. Donc, et après, j'avais l'air. L'air, pour moi, c'était la partie d'enfance qu'on garde et qui permet d'être créatif. L'air, c'est le vol, c'est le rêve, c'est les oiseaux, c'est le voyage. Et du coup, ça faisait vraiment ma cuisine. Alors là, on était dans les années 2000, début 2000, 2003, 2004. Et là, j'ai commencé à travailler. J'ai Ducasse qui est venu à la Mare aux Oiseaux. Et qui m'a projeté pendant 3 semaines à Paris au Plaza Athénée pour que les journalistes s'intéressent un peu aux jeunes chefs qui étaient perdus en France et qu'ils arrêtent de parler des Espagnols. Et du coup là je m'étais créé un peu cette identité-là. C'est-à-dire que moi ma cuisine, parce qu'il fallait en parler, c'est pas simple de parler de sa cuisine, et ma cuisine c'était ça, c'était cette relation, cette trilogie-là, qui me permettait vraiment d'avoir aussi une ligne de conduite comme ça. Donc j'avais une première signature qui était l'oiseau, le voyage, et en même temps cette espèce de lien un peu holistique entre la terre, l'eau et l'air. Ça, c'était les années 2000. Et puis j'ai avancé pas mal comme ça.
jusqu'à, on va dire, avec une cuisine de voyage. Ah, je vous prends beaucoup de raccourcis, parce que sinon on les nappe en 4 heures. Avec une cuisine de voyage, une cuisine de rencontre, une cuisine vraiment qui racontait des histoires, et Félix l'a dit tout à l'heure, nous, l'important pour nous, c'est d'être des conteurs. Moi, j'ai grandi dans une galerie d'art, donc ma vision de la cuisine, elle n'était pas du tout technique. Elle était plutôt un peu rêveuse. Je faisais partie un peu de la nouvelle génération de cuisiniers qui est arrivée, c'est-à-dire que on est passé d'une génération de cuisiniers où c'était une voie de garage, avec des gens qui avaient loupé leurs études un peu, à des cuisiniers un peu plus... avec une attente plus émotionnelle, plus dans l'environnement. Alors ça, c'est plus aujourd'hui, maintenant. D'où vraiment aussi les problèmes qu'on peut retrouver aujourd'hui dans nos métiers avec le personnel, puisque à l'époque, et encore quand j'y suis rentré, justement, il fallait des adjudants-chefs qui vous tapaient sur la tête parce que les gens qui arrivaient en cuisine avaient une culture un peu différente, venaient de milieux un petit peu plus difficiles. Et quand on était dans la grande cuisine 3 étoiles Michelin et qu'on vous disait que la carotte elle doit faire 1 mm sur 1 mm et qu'elle doit être posée là, si vous la posiez à côté, vous preniez une claque. Et au bout de 3 claques, je peux vous dire qu'on l'a posée au bon endroit. Alors bien sûr, il y avait beaucoup d'abus là-dessus. Et moi, je suis arrivé là, je voulais faire les beaux-arts, j'étais issu d'une famille plutôt artistique, et je suis arrivé dans ce milieu-là, je comprenais rien du tout, très violent et très dur. Et en fait, très vite, ils ont fait de moi un petit soldat, mais bon, j'avais cette ouverture d'esprit plutôt artistique, et j'ai toujours suivi mes chefs aussi dans dès qu'il y avait une émission télé, c'est moi qu'on appelait, enfin j'étais toujours... Ils ont très vite compris que j'avais pas que une signature justement cuisine, mais que j'avais aussi une signature artistique, et ils m'ont aussi appris l'importance de soi, de la présentation, de tout ce qui va autour en fait de la cuisine. Et c'est comme ça aussi que ma cuisine, elle a pris tout ce sens-là, mais en même temps, elle avait aussi j'avais un regard très important sur le lieu, sur qui je suis, sur la façon dont il fallait s'habiller en cuisine. J'ai toujours eu des vestes un peu bizarres. Au début, j'étais en gris et en violet parce que j'avais fait une étude sur ma personnalité pour voir qu'est-ce qui m'allait le mieux en couleur. Alors, bien sûr, les cuisiniers ne faisaient pas ça, ils étaient en blanc. Hein. Aujourd'hui, j'ai une veste bleue. Parce que pour moi, le bleu, c'est un peu la liberté, et puis c'est l'océan, et puis c'est l'air et l'eau, et puis c'est plus doux. Et ma cuisine est bleue aussi. C'est une vraie empreinte, c'est comme ça qu'on te reconnaît aujourd'hui. C'est une signature, encore une fois, cette veste de cuisine. Et aujourd'hui, les pulls, les pantalons et la chemise. Bah oui, parce que je voulais pas mettre ma veste de cuisine aujourd'hui, et je me suis dit, du coup, mais en même temps, je suis souvent bleu. Donc là on est allé jusqu'en 2000. Bon, voilà. Après tout ça, bien sûr, ça s'est beaucoup travaillé. Et puis arrive une autre époque qui est très avec des marqueurs très forts. C'est la période Covid. Gros saut dans le futur. Ouais, je fais un gros saut. Parce que 6 ans d'un coup. Non, mais sinon on va pas y arriver. On va Période Covid, pour moi, c'est une autre période qui est importante. Pourquoi ? Parce que j'ai 50 ans, ce qui est important dans la vie d'un homme, on réfléchit. À 25 ans, j'ai décidé de tout quitter, de m'installer en Brière, et je m'étais dit, j'irai jusqu'à 50. Et à 50, je referai le choix de ce mariage avec la Brière ou pas. Donc 3 ans avant, je réfléchis, je regarde, je fais les comptes, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et puis à ce moment-là, toi, tu étais rentré dans le game un petit peu. Et à ce moment-là, on commençait déjà à travailler pas mal sur une autre signature qui était celle du bien-être au travail, du management, d'éliminer cette image en France de le travail c'est pénible. Et nous, chez nous, on voulait pas que le travail soit pénible. On a fait ce métier-là parce qu'on avait envie de faire un métier qu'on aime. Et en plus, moi, j'avais créé une maison dans un lieu que j'aime pour faire ce métier que j'aime et que tout soit bien. Et puis finalement, on s'apercevait que c'était compliqué. Donc on a commencé à réfléchir beaucoup à ça. Félix est arrivé avec ses histoires de théâtre, vraiment de communion entre la cuisine et la salle. Moi, je racontais mes histoires et puis finalement, j'avais quelqu'un qui pouvait les transmettre. On axe vraiment sur ce côté personnel, sur cette famille de travail.
et sur la positivité. C'est-à-dire que si tout le monde amène un petit point positif tous les jours et règle ses curseurs pour que tout soit positif, finalement, nous qui sommes à la tête là-haut, on va réussir à renvoyer que de l'énergie positive. Et là, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, c'est pas le truc le plus facile du monde à mettre en place, hein. C'est pas le monde des bisounours, ça marche pas à tous les coups. Mais aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans le milieu professionnel de l'hôtellerie et de la restauration, on est devenu... Alors, Eric a un porte-étendard de la non-violence en cuisine, parce qu'il s'est vraiment battu contre ça dans les médias. On a récupéré pas mal de petits oiseaux tombés du nid dans différentes maisons, qu'on a essayé de remettre sur pied, à qui on a essayé de faire reprendre confiance. Et on a eu des choses très dures, on a vu des trucs très durs, on a entendu des trucs très durs, et ça s'est vite su que dans le milieu, chez nous, c'était un peu voilà, l'endroit où on venait se ressourcer quand on s'était fait tabasser en cuisine, quand on avait subi du harcèlement moral, du harcèlement physique, ce qui existe vraiment beaucoup encore aujourd'hui dans de nombreuses cuisines. Voilà, donc c'est devenu un petit peu la signature de la maison. Voilà, on vient se réparer un peu l'âme, on vient se réparer un peu l'esprit, on vient se réparer le corps chez nous, et ça a fait vite le tour. Et aujourd'hui, il y a vraiment une patte Guérin dans le management. On a fait une petite révolution des horaires, on a fait une révolution des femmes. Enfin, révolution, le mot est hyper fort, mais dans notre une évolution déjà dans un métier qui est dans notre petit microcosme où les choses avancent pas vite, où les habitudes sont ancrées depuis des générations. On essaie de faire bouger un peu les choses. Et aujourd'hui, l'empreinte Marraux Oiseaux et l'empreinte Guérin, elle est là aussi, elle passe par le management, et ça fait vite le tour, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos collègues qui ont des gros problèmes de recrutement et des gros problèmes de personnel. Et bien chez nous, on a une liste d'attente en cuisine pour les gens qui veulent venir travailler pour le chef, pour la maison, pour nous. En salle, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué, mais encore... on a aussi fait un turnover qui était en moyenne d'un an, on l'a repoussé à 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Ouais. Alors on est qu'au début, hein, ça fait quoi, 5 ans qu'on travaille là-dessus, à peu près. Donc bon, tout ça pour dire que finalement, Covid, juste avant le Covid, moi je décide de rempiler pour 10 ans, et de rester en Brière, et du coup de remodeler la signature visuelle de la Mare aux Oiseaux pour 10 ans de plus. C'est-à-dire me projeter pour que la maison, que je change déjà quasiment tous les 4-5 ans, je faisais des gros travaux, puisque la petite chaumière a vraiment beaucoup évolué. Et là, je me disais, il faut que je me projette pour les 10 prochaines années, parce que si j'arrête dans 10 ans, c'est pas dans 10 ans que je vais faire des travaux. Et du coup, il fallait moderniser, il fallait tout ça. Donc là, on se lance dans une grosse période de travaux qu'on réfléchit tous les deux, et côté salle et côté cuisine. Moi, je voulais remettre une cuisine, je voulais plus un laboratoire. Parce que je me suis dit, c'est quand même dingue, ça fait des années que je travaille dans une maison parce que je l'aime, que je passe mon temps à décorer la salle, à mettre des tableaux, à mettre des œuvres d'art, à tout changer. Et puis moi, je bosse dans un laboratoire tout blanc, avec des néons, où on a une tête pas possible, où tout est moche, et où il fait froid, et je voulais plus du tout ça. Donc on a commencé à chercher des architectes, des gens et tout ça, et puis finalement on a créé, j'ai réussi à me créer aujourd'hui une cuisine toute bleue. Et oui. Qui est vraiment la continuité de la salle. Il n'y a pas une rupture gigantesque entre la cuisine et la salle, ça se confond vraiment. D'ailleurs les gens viennent parfois manger aussi en cuisine de temps en temps. Effectivement, toute bleue, exactement le même pantôme que la salle de cuisine. Et on a en cuisine de la musique, qu'on change en fonction du rythme que vous donnez au service. Un peu plus rythmé samedi soir, plus doux dimanche midi. C'est bon rythmé quand même. Ouais. Dimanche midi, c'est Dalida. Voilà. Dimanche midi, c'est plus de la chanson française. Le samedi soir, on est plus sur de l'électro. Voilà. Ça dépend aussi de la clientèle, ça dépend de plein de choses. Donc tout ça, finalement, ça se répond aussi avec la salle. Et on a aussi des œuvres d'art en cuisine maintenant. Des photos aussi, parce que je fais pas mal de photos, donc on leur fait aussi changer les photos assez régulièrement pour les faire voyager. On mange tous ensemble autour de grandes tables, et c'est vraiment devenu un lieu où la cuisine est devenue un point central, même quand on reste le samedi soir avec le personnel et tout, on peut rester jusqu'à 2-3 heures du matin à discuter parce qu'on s'y sent vraiment bien, et on n'a plus envie de partir. Donc ça, c'était un gros travail. Tu as beaucoup travaillé aussi sur la salle. On a créé un bar parce qu'on avait envie aussi de développer ce côté-là, parce qu'on trouvait que dans l'accueil, c'était sympa. Ouais, on a remis
chose qu'il n'y avait pas beaucoup avant. On a remis des points forts de la Brière, en tout cas des choses dont on se sert tous les jours. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la petite expo en bas où il y a une de nos socières qui est exposée sur un bout de morta. Voilà, en fait on a essayé de ramener les éléments de la Brière aussi dans la salle. On a fait faire un bar en morta. Le morta, c'est un bois, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un bois qui est semi-fossilisé dans la tourbe depuis des milliers d'années, 5000 ans je crois. Aujourd'hui en Brière, c'est assez à la mode, il y a des couteliers, et il y a des gens qui extraient ce morta de la tourbe. Et nous on a vraiment décidé d'inclure ce bois qui est un bois très noir, avec des belles nervures. Enfin, c'est un très très joli bois. On a fait toute une colonne en morta, on a fait tout un bar en morta. Et là encore, on a les couteaux aussi. Et on a les couteaux évidemment. On crée une vraie identité, une vraie signature visuelle. Tout de suite quand on vient chez nous, bah voilà, le morta, on a des œuvres d'art en morta dans la tête des gens, c'est associé à la Brière et par accompagnement à la mort aux oiseaux. Et dans ma tête de conteur à moi, c'est un retour à l'humilité de chacun, c'est-à-dire que quand on est là, on est juste un passeur, on n'est pas grand-chose. Nous, on fait un grain de sable dans cette Brière, puisque le bois, là, il a passé, lui, 5000 ans dans la Brière, et nous, on l'a entre les mains. Donc pour moi, on a l'énergie du bois dans les mains, dans la maison. Et je trouve ça très important parce la que... La tourbe aussi, on utilise vachement la tourbe. Oui, on utilise beaucoup la tourbe en marqueur aussi. Et notamment, je l'avais emmené au Japon et ça m'avait mis beaucoup d'émotion de faire manger de la tourbe de Brière aux Japonais. Parce que je trouvais que c'était emmener toute l'histoire d'un territoire et l'emmener avec nous et réussir à le faire manger. En plus, il y avait une signature olfactive assez forte. Ouais, puis c'est une vraie histoire, parce que j'aime bien raconter. En fait, en Brière, pendant un moment, les gens gardaient évidemment cette tourbe pendant des années dans leur grenier. Au moment des transmissions, après le décès des personnes un peu plus anciennes, souvent les gens nous appelaient pour nous dire j'ai de la tourbe de 1950, j'ai de la tourbe de 1940, est-ce que ça vous intéresse? Et aujourd'hui, nous on fume, on fait une purée fumée qui est un plat signature à la tourbe avec une tourbe de 1940. Et les gens, ils mangent une purée avec toute l'histoire de la Brière derrière qui émane du fait de fumer cette tourbe. Et voilà, ça me fait des super belles histoires à raconter. Encore au printemps, il y a un monsieur qui vidait la maison de sa maman, qui venait de décéder et qui m'a appelé. Et il avait tout le grenier, c'était de la tourbe, et il a dit ce que vous la voulez, et je vous la donne. Et on est venu à trois, avec trois petits jeunes, là, l'avenir de la maison, voilà, chercher toute la tourbe, et on cuisine tous les jours avec ça, et c'est un marqueur fort. Et c'est pour moi vraiment là une signature plus de territoire, d'histoire, de cœur, d'émotion. Et c'est vraiment aussi ce qu'on essaye de transmettre avant tout, c'est ce territoire émotionnel. C'est-à-dire que normalement dans nos métiers, quand vous venez travailler dans les cuisines, où c'est un peu ferme ta gueule et avance, excusez-moi d'expression, mais c'est comme ça que ça marche, et on vous parle que de technique. Technique. Nous, chez nous, non seulement il y a un savoir-faire, mais on apprend un savoir-être, et surtout ce qu'on apprend aussi à côté, c'est comment transmettre justement et aller ouvrir ces chemins de l'émotionnel chez les gens. Aller à travers un plat, aller chercher une madeleine de Proust qui va rappeler, je sais pas, la tomate cueillie chez les grands-pères ou le cèpe ramassé avec son père dans les bois ou des choses comme ça. Et on essaye toujours de développer. Alors moi, je pourrais le faire tout seul dans ma cuisine, je pense que ça transmettrait pas grand-chose. Ce qui fonctionne chez nous, c'est le tout. C'est à la fois l'esprit de la maison, le lieu, le jardin qui est très présent, et toute cette transmission qui est faite grâce aux équipes de salle, grâce aux équipes de réception. Même les femmes en chambre aujourd'hui, quand elles parlent avec nos clients, elles ont les codes pour raconter et faire perdurer cette histoire et surtout faire en sorte que les gens ils repartent de la Brière et ils en ont plein les yeux. Et moi pendant des années j'entendais la Brière c'est triste, c'est moche, on y va quand on est en classe là, et puis après en classe verte c'est ça, après on n'y va plus, et pendant des années on avait de la clientèle on va dire presque du monde entier, mais j'avais pas par exemple les Nantais qui venaient pas, qui traversaient tout droit et qui allaient à la boule. Et la clientèle que j'ai eu le plus de mal à avoir, c'est la locale, alors que j'avais des clients qui venaient de Paris tous les week-ends, qui venaient de partout,
Et parce que justement la Brière, elle avait ce côté-là où vraiment, moi je me rappelle quand je me suis battu avec les bâtiments de France pour agrandir les premières fois, on me disait bah en Brière il doit y avoir des petites fenêtres, ça doit être gris, ça doit être sombre. Et moi je disais bah non, pour moi la Brière, je suis venu là, elle doit être vivante, elle doit être belle, pour moi les saisons sont super bien marquées en Brière parce que le niveau d'eau monte, descend. De temps en temps, on a l'impression d'être en Asie avec des petits roseaux verts là, et puis des ibis qui viennent grignoter. 3 mois, 4 mois après, bah, le roseau il est devenu or et on a des lumières très grises là, avec le roseau qui est or. On a l'impression d'être au Masai Mara. Et moi, c'est ça que j'aimais en Brière. On est dans le jardin, on voit passer un vol d'oiseaux. C'est assez incroyable. Et puis les éléments, des fois il y a des vagues, des fois c'est calme. C'est vraiment quelque chose qui bouge et c'est un territoire moi, qui m'a toujours impressionné par ses contrastes et c'est pour ça que ma cuisine a toujours été très forte en contraste et c'est ce qu'on a essayé de transmettre. Je me rappelle les premières émissions télé que j'ai fait, les gens je les emmenais et je leur disais bah non on va attendre que la nuit tombe parce qu'ils faisaient des petites images là, comme moi j'étais passionné par toutes ces histoires de pêche, de chasse, de machin, bah, ils me disaient bon on va faire semblant d'aller à la chasse. Hop, on partait dans les marais et puis à 17h on me disait bon on rentre. Je disais non on rentre pas, on reste. Et puis on attendait, on se cachait dans les roseaux, puis je les faisais rester jusqu'à la tombée de la nuit, et on rentrait de nuit dans les marais, à travers les canaux. Et ben le rendu après au niveau des émissions a été émotionnellement totalement différent, et c'est là-dessus qu'on a toujours fait, même là quand on reçoit des journalistes, on dit rien, on les met dans un bateau, on les emmène en plein cœur de la Brière, on leur fait souvent des pigeons grillés, on fait un trou dans le sol, on fait des petits pigeons grillés à la tourbe, et on les fait manger le pigeon avec les mains. Un retour vraiment aux choses simples. On les balade toute la journée, ils rentrent le soir, ils sont nettoyés, mais en derrière, ils nous font des articles incroyables. Et c'est vrai que, du coup, quand on prend ce temps-là de vivre les choses intensément et de manière vraie, et pas juste parce qu'un journaliste, il arrive de Paris, il monte dans le bateau, il va faire 2 photos, il va poser 3 questions, puis c'est fini, quoi. Et il a son article. Et ben non, quand on prend le temps d'arrêter le temps, et je crois qu'en Brière, c'est vraiment un truc qui se passe, et chez nous, c'est ce qui se passe vraiment, les gens arrêtent le temps. On se pose, on ne sait plus où on est, il y a cet esprit de voyage partout, il y a tout ce qu'on a pu ramener du monde entier qu'on a essayé de développer ici. Et ça marche vraiment bien. Alors, on en arrive quand même à la cuisine. C'est important. Enfin, c'est un peu important. Il ne reste plus beaucoup de temps pour la cuisine. Beaucoup de temps, on va aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, j'y retourne. Non mais t'es là, madame, merci de suivre. Merci. Covid, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. On rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On était un peu comme tout le monde, un peu. Alors nous, on était dans cette dynamique de refaire la maison. On devait ouvrir en avril, et finalement, ça ouvre pas. On était déjà fermé au moment de la première. Ouais, on était fermé pour faire les travaux. Et on avait fermé en novembre. On devait ouvrir en avril, date anniversaire, 1er avril. À chaque fois que j'ai fait les travaux, j'ouvre un 1er avril. Et là, ça ouvre pas. Donc je reste bloqué à la maison. Et moi, je pars du principe de dire, bon ben voilà, 50 ans, tout s'arrête. On va prendre ce temps-là pour construire quelque chose. Donc on réfléchit sur notre cuisine. Moi, je me dis, tiens, si j'écrivais un livre. Donc j'écris un livre qui s'appelle Chemin croisé, où je mets en avant les rencontres justement croisées avec les gens qui me suivent depuis 10-12 ans, les producteurs, tous ces gens-là, qui finalement, on se rend compte qu'il y a un véritable échange. Je vais prendre Nicolas Guérin, par exemple, la ferme du Bois-Joubert. Lui, la première fois que je l'ai rencontré, on m'avait dit il faut absolument que tu prennes les fromages de Nicolas Guérin, c'est incroyable. En plus, il est en Brière. Et je rencontre Nicolas par hasard et je lui dis j'aimerais bien. Ah non, j'ai rien à vous vendre. De toute façon, j'ai pas assez de lait, de toute façon, je peux rien produire, j'ai rien à vous vendre. Ok. Deuxième fois, non, j'ai rien à vous vendre. Bon, ok. Et puis finalement, petit à petit, il me dit un jour j'ai un peu de goël. C'est la seule chose que je peux vous vendre. Bon, alors je prends un peu de goël. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que du goël ou pas? Oui, et c'est très bon. C'est très bon mélangé avec du pain d'épices. Ah ouais. Le goël, c'est un ferment lactique naturel. En fait, il n'y a qu'une seule race de vache qui produit ça, c'est la bretonne Pinot Noir, qui est une toute petite race de vache. En gros, au niveau de la texture, c'est entre la crème, le fromage, enfin, non, c'est moins crémeux, c'est moins onctueux que la crème, c'est entre le yaourt et le fromage blanc. Il y a une belle acidité, en même temps, il y a beaucoup de rondeur dedans. C'est un produit qui est aujourd'hui devenu aussi une signature dans la cuisine d'Éric.
Et à l'époque, moi, quand je rencontre Nicolas Guérin qui me dit qu'il fait du Gouel, moi, je faisais plus de laitage. Parce que les laitages, pour moi, c'était du lait là qu'on achète dans le commerce, c'est passé 3 fois la machine à laver, il n'y a plus rien dedans. Et à part donner des problèmes de digestion, ça servait pas à grand chose. Et Nicolas me dit, mais si, mais tu vas voir, mes vaches, elles apportent plus de gras, plus de ci, plus de ça. Et même si tu as des problèmes avec... En fait, c'est bourré de probiotiques. Ouais, donc, les gens qui sont allergiques ou intolérants au lactose peuvent même en manger du Gouel. Et du coup, voilà, je me voilà parti avec mon Gouel. Donc on commence, un pot de Gouel, 2 pots de Gouel, 5 pots de Gouel. Et puis finalement, ça devient un peu une signature, effectivement. Alors le Gouel, aujourd'hui, on le fait fumer, on peut le faire en siphon, donc ça fait comme une petite chantilly toute soyeuse. C'est devenu vraiment une signature. Et puis un jour, Julie Andrieux me dit tiens Eric, ça fait longtemps qu'on a fait une émission ensemble, est-ce que tu peux pas venir faire à Paris avec 2 producteurs une émission? Alors je dis bah ouais, ok. Et du coup, pour cette émission-là, je me dis bon, bah, il faut une empreinte bien locale, donc je fais c'était un travers de cochon, je crois, ou un filet de cochon, je sais plus, farci avec une anguille, et tout ça enroulé dans la laitue de mer, avec un blinis au Gouel. Et du coup, j'emmène Jean-Marie Pédron, qui est mon cueilleur, lui, qui est sur la côte au Croisic, qui ramasse les algues pour nous, et j'emmène notre ami Nicolas, j'appelle toujours l'ogre Nicolas, qui sortait pas de sa ferme, qui de toute façon il n'avait pas le temps parce qu'il fallait qu'il court après son lait, il n'avait pas de lait, il n'avait rien à me vendre, et il avait juste du Gouel. Mais pour une fois il accepte, donc il vient quand même. Et dans le train on commence à discuter, comme il n'était pas sorti depuis longtemps de sa ferme, on commence à discuter, et puis Jean-Marie est là, puis on commence à dire si on faisait un fromage avec des algues, et si on faisait ci avec des algues, et bon, moi je suis loin de me rendre compte de ce qui va se passer. On fait notre émission à Paris, ça se passe très bien, on rentre le lendemain, une semaine après, Nicolas il m'appelle, il me fait mais t'as ouvert des portes là? Et en fait, pour aller vite, parce qu'il faut aller vite, depuis, il a embauché 3 jeunes femmes pour travailler dans la ferme, il fait 2 traites par jour, je peux avoir du Gouel, du lait, de la crème, des fromages, et j'en ai partout. On a créé un plateau de fromage dernièrement sur un beau plateau en morta aussi où les fromages de Nicolas sont très présents. Il a ouvert ça. Et mon ami Nicolas, ça l'a tellement travaillé qu'aujourd'hui il a ouvert Racine à Nantes, qui est une fromagerie où vraiment il essaye justement d'aller chercher tous ses copains producteurs qui font du fromage exceptionnel en France. Il les connaît tous un par un et il vient proposer des fromages de manière totalement différente. Et sa ferme tourne toujours très très bien à côté, mais lui il s'est complètement libéré de ça, il s'est mis dans un rôle beaucoup plus créatif et beaucoup plus inspiré, et là il est en train de travailler pour essayer de repousser les coteaux de Loire jusqu'en Brière pour planter de la vigne à Donge, la ferme du Bois-Joubert, pour planter de la vigne et faire le bout des coteaux de Loire et lancer son vin aussi là dans quelques années. Donc tout ça c'est ce que j'explique dans mon livre, donc pendant le Covid, c'est ces échanges qui finalement font que là, moi, il m'a fait retravailler les produits laitiers, et maintenant j'en travaille beaucoup puisque je fais même des shabu-shabu. Shabu-shabu, c'est une méthode japonaise, donc en prenant par exemple du veau qu'on vient tremper dans du lait de la traite du matin et qu'on vient poser sur un poisson, ou des choses comme ça. On fait des recettes, beaucoup de recettes à base de Gouel, beaucoup de recettes à base de lait de la traite du matin. On travaille beaucoup ses fromages. Et lui, à l'inverse, il est sorti de sa ferme et il a fait plein de trucs. Il est devenu entrepreneur. Tout ça pour vous dire que au moment du premier Covid, donc je vais écrire mon livre. Donc j'ai interviewé à peu près une dizaine de mes producteurs. À l'époque, j'en avais pas beaucoup. J'avais peut-être 12 producteurs locaux très inspirés avec qui je travaillais depuis des années. Et je les interviewe pendant 4 heures, 5 heures chez eux, en plein Covid où personne ne se parlait, on n'avait pas le droit de sortir. Et je raconte leur histoire à travers mon livre. Et cette relation-là, elle a créé autre chose. Elle a créé une chose, c'est que moi j'ai décidé d'arrêter mes voyages et que finalement mon voyage il était intérieur. Je me suis dit, tous ces gens avec qui je travaille depuis des années, je me dis que je les connais, en fait je les connais pas. Et d'un seul coup je me rends compte qu'il y a d'autres choses derrière tout ce qu'ils font. Et du coup, je me dis finalement les voyages sont très intérieurs et c'est pas la peine d'aller chercher très loin ce qu'on a autour de chez nous. Et du coup, je me suis mis vraiment à réfléchir à une cuisine beaucoup plus locale, qui bien sûr, j'ai rien inventé, elle est vraiment dans l'air du temps. Et puis, eux, à l'inverse, ils ont appris aussi à me connaître.
à voir que je les respecte vraiment. Le bouquin, je pense que ça a vraiment fait son impact. Et en 3 ans maintenant, on est passé de 10-12 producteurs autour de La Brière, on est à 45 aujourd'hui, je crois. Ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que ton assistant qui s'appelle Benjamin Larue, en interne, lui, il s'occupe de la relation avec tous ses producteurs. C'est-à-dire qu'il y a un gars chez nous en interne qui s'occupe de faire du sourcing, d'aller trouver des nouvelles personnes avec qui travailler, qui s'occupe d'acheminer les produits aussi, parce que bien souvent c'est compliqué, parce que les petites structures, elles n'ont pas forcément, elles, les infrastructures pour venir jusqu'à nous. Voilà, en fait, ce qu'on a essayé de mettre en place, ce que tu as essayé de mettre en place, c'est un vrai cercle vertueux avec des hommes, des femmes, des maraîchers, des pêcheurs, des cultivateurs, des cueilleurs, des chasseurs, des gens qui font un travail incroyable, et ça nous permet d'avoir juste le meilleur de ce que la région peut avoir à nous offrir. Et ça a fait radicalement changer sa cuisine, je peux le dire. Ça l'a recentré sur les racines, en fait. Ça l'a recentré sur des choses plus droites, ça part moins. On parlait tout à l'heure des épices qui ramenaient. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Il y a toujours une petite note un peu exotique, parce qu'il y a toujours un petit clin d'œil à une rencontre, à un pays, à une émotion ressentie quelque part, et ça, il y a les épices l'apportent beaucoup, ou les agrumes, ou voilà, mais aujourd'hui, cette cuisine, elle est vraiment recentrée dans les racines de la région, et ça, c'est une vraie empreinte, et les gens viennent aussi pour ça, chez nous. Ouais. Et comment ça fonctionne? Toute la semaine, Benjamin, il va 3 fois par semaine donc chez les producteurs, il nous ramène tout aussi. Tous ces petits producteurs, ils ne peuvent pas travailler avec des restaurateurs parce qu'ils n'ont pas la quantité, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas livrer. Ce qui m'arrangeait bien aussi au niveau de l'empreinte environnementale, puisque du coup on n'a qu'une seule personne qui fait le tour et qui ramène tout. On n'a pas 15 camions qui arrivent chez nous. Et du coup, Benjamin il me ramène une petite liste comme ça qui pose sur mon bureau tous les vendredis soirs. Donc voilà, chez Marine et Paul, il y a des aubergines, du céleri, des poivrons, des oignons, des échalotes, des patates. Chez Arnaud, il y a de la betterave, des pommes de terre nouvelles, du maïs, des oignons, de la courge spaghetti. Chez Huitry, il y a du choucal, des brocolis, des carottes de couleur. Au niveau de la pêche, il y a des joudrées, du sang, du silurique égimé, des étrilles. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous faire, hein, mais toutes les semaines, j'ai ma petite liste comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, dans ma signature, j'ai à la fois une signature de produit. D'abord une signature émotionnelle, pour moi il fait froid, il fait chaud, ça sent le champignon, ça sent la terre, ça sent l'humus, ça sent... Là je vous parle de l'automne, hein. J'ai envie de me cacher sous la surface parce que le monde m'effraie, ou j'ai envie au contraire de m'envoler parce que j'en ai marre et j'ai envie d'aller au soleil. Ça c'est le premier démarrage. Ensuite je regarde les produits, aujourd'hui je vais mettre de la lotte, qu'est-ce que j'ai en face? La lotte c'est un poisson de mer, ouais mais moi je suis en Brière. Je vais mettre des cuisses de grenouille avec, comme ça va faire un lien, ça va faire 2 eaux différentes, et puis pourquoi pas ajouter de la courge ou du raisin, tiens lui il a du raisin, voilà, et en fait je fais mes liens comme ça, et en même temps j'ai un lien humain, c'est-à-dire que la ferme des Houettes, ça fait 3 semaines que j'ai pas travaillé pour eux, tiens je vais les faire travailler, lui c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé pour lui, puis après il y a un autre lien, celui aussi de sauvetage entre guillemets ou d'entraide, c'est-à-dire que Benjamin des fois il me ramène une autre information, par exemple, et ça c'est l'information que je livre assez souvent parce qu'elle est très visuelle. Une fois il me dit Arnaud il n'y aura pas de carottes pendant 3 semaines, je dis pourquoi il n'y aura pas de carottes? Il dit parce qu'elles ont poussé de travers. Ah ouais ok, c'est bien, oui mais sauf que lui il perd ses 3 rangs de carottes et puis c'est beaucoup d'argent pour lui et c'est une grosse perte. Je dis oui mais elles sont pas bonnes. Ah si, elles sont super bonnes, elles sont bien concentrées en saveur et tout. Je dis qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont 3 racines, elles sont grosses, elles sont petites, elles sont rondes, elles ressemblent à rien. Et je lui dis on dirait les mandragores d'Harry Potter. Et il me fait ouais c'est exactement ça. Et je dis ok, tu lui achètes ces 3 rangs de carottes de travers et on a créé un plat qui s'appelait les carottes biscornues. Et avec les carottes biscornues d'Arnaud, on a mis du brochet et des autres brochets fumés qui nous faisaient un peu le sorcière du marais, les sorciers du marais, les requins du marais. Et ça a super bien fonctionné. Et juste avant l'été, on a notre productrice de fromage de chèvre, ils y sont allés, elle était en larmes, et en fait elle venait de louper 300 fromages de chèvre, parce que le taux d'hygrométrique n'était pas respecté, et en fait le fromage de chèvre, il avait fait des cheveux, là, des grands cheveux noirs, du coup elles peuvent pas les vendre. Et je lui dis il est pas bon, il me fait si, il est très bon, juste il est pas présentable. Je lui dis on lui achète ses 300 fromages, et puis on a fait un petit sorbet aux chèvres pendant tout l'été, on a mis du bouche.
enfin pas tout l'été, mais tout le mois de juillet. Et du coup, on a sauvé aussi ce producteur-là, et en fait, cette relation-là donne une relation de confiance qui fait que petit à petit, ça ouvre plein de portes. Et ça aussi, c'est une signature importante pour nous aujourd'hui, puisqu'elle nous permet d'avoir cette confiance et d'avoir des producteurs qui nous suivent, et puis pour moi, d'avoir une source d'inspiration qui est énorme, parce que beaucoup de choses sont là. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as un plat signature? C'est une question qui revient souvent chez les clients. Je connais déjà un tout petit peu la réponse, mais c'est intéressant de travailler là-dessus parce que, alors je sais pas si c'est Top Chef, mais c'est une question qui revient tout le temps. Chez les journalistes ou chez les clients, Monsieur Guérin, quel est votre plat signature? Ouais, parce que normalement un chef il a des plats signatures. Vous allez chez un chef 2 étoiles ou 3 étoiles, il va changer sa carte une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il va changer un plat. Mais parce que justement ils veulent avoir ces plats signatures que tout le monde a mangé, où on les reconnaît bien, et moi ça m'ennuie ça. Moi au contraire, je veux vraiment coller à l'environnement, je veux coller à ce qui existe autour de chez moi, et en plus je veux pas avoir cette espèce d'ennui redondant de faire toujours la même recette. Et je veux que mes jeunes ils restent chez moi, donc pour que mes jeunes ils restent chez moi, il faut qu'ils aient des histoires nouvelles à raconter tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai pas de plat signature et que j'ai des choses qui bougent énormément. J'ai de temps en temps un plat qui va revenir d'une année sur l'autre. Je pense à la lotte à la Royale, qu'on a fait 2 ans de suite, en automne. Ouais, les moules et les cocos de Paimpol aussi. Oui, les cocos de Paimpol. En fait, il n'y a pas de plat de signature, mais il y a des goûts signature. On a dit tout à l'heure la purée fumée à la tourbe. Il y a aussi le chou-fleur, la mousseline chou-fleur safran. On travaille avec un producteur qui fait du safran à Guérande, qui est incroyable. Voilà, il y a des goûts, des marqueurs qui sont, pour les gens qui nous connaissent un petit peu plus longtemps, qui sont facilement identifiables. On va se dire, ah oui, ok, ça c'est du Guérin. Ouais, mais il y a ça, ouais. Puis il y a le côté terre-mer aussi qui est quand même une signature depuis très très longtemps aussi, à l'époque où ça se faisait pas encore beaucoup. Maintenant, ça se fait beaucoup plus. Voilà. Ça, c'est mon cahier. En fait, c'est un an de recettes. Tu sais qu'on ne le voit pas là. Non, je sais qu'on ne le voit pas, mais je voulais montrer. C'est en live. Ah ben merci pour Ah ouais, vous êtes collecteur, c'est là. Voilà, donc en fait, mes gars, c'est ça aussi, c'est que je veux pas avoir la parole divine. C'est-à-dire que moi, je leur fais des dessins comme ça. Donc tous les dimanches, à peu près vers 11h30, je sors, là il y a 1, 2, 3, 4, ouais, 4 plats. Je sors 4 plats comme ça, que je vais donner à mon second. On va les imprimer, on va les donner à tout le monde. Et ces plats-là, en fait, voilà, lui il commande tout le dimanche après-midi. Le lundi, le mardi, Benjamin, qui lui est pas en congé en même temps que nous, va récupérer, va faire le tour des producteurs, faire en sorte qu'on récupère tout, ou s'il n'y a pas un produit, il va nous en proposer un autre. Et quand les gars arrivent le mercredi pour travailler, ils savent que le vendredi on sort un nouveau menu comme ça, ou des nouveaux plats. Donc ils vont travailler dans la continuité de ce qu'on a déjà fait la semaine d'avant, en sachant que le vendredi ça s'arrête. Donc à partir du jeudi, on commence à travailler sur ces nouveaux menus-là. Sauf qu'eux, ils n'ont que des dessins, donc ils vont se dire qu'est-ce qu'il a fait, comment il veut ça, oh là là, les noisettes, ouais d'accord, voilà. Et du coup, ils vont échanger entre eux. Et là, comme ils ont tous travaillé un petit peu à droite, à gauche, où ils font des recherches, où ils échangent leur expérience, et ce qui fait que dans ma signature personnelle, il y a une signature collective. Et cette signature collective, elle traverse les années, elle traverse les techniques, puisque moi, si je gardais que la façon dont j'ai appris à cuisiner il y a 30 ans, 40 ans en arrière, je ferais toujours la même chose. Parce que moi, mes goûts, mes techniques, tout ce que je fais, j'ai mes techniques, j'ai mes goûts, et je ferai toujours la même chose. Et là, comme c'est des jeunes qui reprennent les choses, ils font évoluer un petit peu toujours ma cuisine. Et ma cuisine, elle reste jeune, peut-être que moi aussi d'ailleurs, grâce à ça. Parce que effectivement, il y a ce côté partage, échange, où finalement j'ouvre la porte de la réflexion collective pour un truc qui normalement devrait être figé. Et après, les premiers plats, donc le vendredi, c'est moi qui sors tous les premiers plats. Et moi, je fais toutes les sauces à la marque. Tout ce qui est liquide, sauce, jus, émulsion et tout ça, ça c'est moi qui les fais.
et les gars, ils font tout le reste. T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais c'est une vraie signature. Moi, je vois comment il travaille avec Léo. Léo, c'est le second du chef. Et en fait, ce document seul suffit ils se connaissent depuis 10 ans, je crois, maintenant, 8 ans peut-être. Et ce document seul permet tout de suite d'engager la création des différents plats. Et là, le collectif se met en place. Et il n'y a même pas besoin de discours entre les deux, parce qu'en fait, ils se connaissent tellement par cœur. Et avec ce document-là, qui avait cette histoire de signature, et ben, les choses se mettent en place ultra rapidement. Et ouais, en même pas, en 4 jours, ça sort. Ouais, à peu près. Ouais. Il y a une autre, je vais passer à encore un autre petit truc dans la signature qui est assez riche et qui est complètement assumé aujourd'hui, c'est justement ce côté un peu onirique, rêve, conteur, enfant, et notamment aussi je gère tous mes réseaux sociaux moi-même. Et j'aime bien écrire sur mes réseaux sociaux, comme j'aime bien prendre des photos. Et il y a un truc que je partage tous les dimanches matins qui s'appelle le Sunday Time depuis des années et qui est en fait un des plats comme ça que j'ai créé dans la semaine. On en prend un et de ce plat-là, j'explique d'où il vient pour moi. Un peu ce que je fais avec Félix, avec les gars. Mais là, je le fais vraiment de manière plus poétique. Et par exemple, si j'en prends un... Allez, on va prendre celui-là, parce que j'en ai beaucoup aussi. Je vais vous le dire. Donc le plat, c'est premier cèpe, mi-cuit aux couleurs de l'automne, jus, bœuf aux mardines, au paprika fumé, Christ Marine du Croisic et pousse de saison. Alors moi, je les écris une fois et j'y retourne plus. Hein, alors je ne sais pas du tout de quoi ça raconte. Assis en tailleur, l'âme presque ailleurs, le regard fixe au travers de la baie, je regarde la pluie tomber. À l'abri, bien installé, les ailes déployées, je laisse mon esprit libre s'évader. C'est à cet instant que, plongé dans les souvenirs d'un été passé, je hume le jardin bien arrosé, dans l'espoir d'en discerner quelques secrets. Sous mes paupières mordorées résistent encore les éclats du soleil d'hier, alors que mon nez décèle déjà d'autres trésors à venir. Endormeuse saison, tu déposes sur ma vie un linceul brumeux, alors que coule le flot d'un tiède renouveau sur le marais, largement salué par tous les oiseaux. Dans mon assiette amoureuse, je pose le fruit d'une récolte éphémère, qui au goût ne me laisse en rien regretter ces jours torrides. De cette humide arrière-saison, au rayon jaune et doux d'une éclaircie, rien ici ne me laisse d'amertume face à la saveur suave du roi des forêts. Voilà, et ça c'est l'inspiration qui a fait que j'ai travaillé les premiers cèpes de la saison juste après l'été qui a été très chaud, au moment où il a plu, avec les premières couleurs de l'automne, le bœuf, le homard, les odeurs qui viennent de la côte et toutes ces choses-là. Et ça, toutes les semaines, j'en présente un comme ça. Et moi, ça me permet aussi, dans mon univers créatif et dans mon inspiration, d'aller chercher des choses beaucoup plus profondes. Alors j'ai cette ouverture-là, j'ai le dessin. Pour ceux qui ont vu l'exposition en bas, quand je donne à mes gars, je donne des dessins comme ça. Mais après, dès que j'ai du temps, je prends le plaisir de reprendre les plats que je préfère et de les redessiner de manière plus profonde, plus soignée, en y mettant des couleurs. C'est ce qui m'a... Alors j'en ai plus beaucoup parce que c'est ce qui m'a permis de vivre pendant le Covid, parce qu'en fait tout le monde me les a achetés et j'ai tout vendu. Et j'ai plus le temps d'en faire depuis parce qu'on travaille trop. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime bien en fait, c'est d'un métier de cuisinier. C'est pour ça que là j'ai pris beaucoup de raccourcis parce que on pourrait en parler pendant 3 jours parce que finalement ça m'ouvre des portes de tas de choses. Et si au départ je voulais faire les beaux-arts, finalement aujourd'hui je regrette pas parce que je crois que dans mon parcours, j'ai réussi à faire rentrer tellement de choses différentes, de sources d'inspiration différentes, et en plus de pouvoir les partager, que finalement, je crois que j'ai assez bien réussi mon petit parcours, qui n'est pas fini, bien sûr. On continue ou vous voulez que... Je sais pas, hein. Sinon, on peut passer aux questions. Le feu, c'est vraiment un élément très fort dans la cuisine. Et beaucoup de chefs cuisiniers se servent du feu. Mais moi, je trouvais que le feu, c'était quelque chose qu'on crée nous. Et qui n'est pas... ouais, c'est peut-être violent. Mais c'est pas quelque chose, pour moi, de naturel. C'est quelque chose que l'homme crée, le feu. Donc,
partie de ce groupe. Non, pas vraiment. Non, la tour, c'est vraiment la terre, c'est l'histoire. Non. Moi, pour moi, le feu, c'est un truc qui vient en plus pour appuyer un élément là-dessus, mais c'est pas elle n'est pas partout, elle n'est pas de manière naturelle. Le feu n'est pas de manière naturelle dans ma vie de tous les jours. Alors que l'eau, l'air et la terre, je vis avec. Et après, moi, je travaille vraiment en douceur. Même aujourd'hui, la cuisson, on fait que des cuissons lentes, on pousse plus rien, on fait plus de choses. Alors j'ai des flammes dans ma cuisine puisque j'ai gardé 2 feux vifs parce que j'aime bien la flamme. Mais on a aussi, maintenant on travaille aussi pas mal avec les petits chalumeaux, les choses comme ça. Mais la cuisine, elle s'est vraiment beaucoup adoucie en quelques années aussi sur les techniques. Le four en même temps. Ouais, mais un four aujourd'hui, on travaille avec à 55 degrés, 60 degrés et on ne monte pas au-dessus. Ouais, on monte plus au-dessus. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va prendre le micro. Je sais pas ce qu'on... Non, c'est pas la peine, je pense qu'on s'en fout comme ça quand même. Quand vous parlez de plat, quand vous évoquez un plat un peu imaginaire à travers une esquisse, la question est peut-être un peu innocente, mais je me dis, comment vous arrivez à percevoir tout ce que ça va rendre, après travailler par vos seconds qui vont l'élaborer en texture, mais ça part de votre imagination, ça part d'expérience culinaire évidemment. Alors moi, dans ma tête, chaque chose a un goût. Oui. C'est même des choses que j'ai pas à manger, pour moi ça a un goût. Vous me parlez de la chaise, là, je sais le goût que ça a sans l'avoir mangé. Pourtant, pour moi elle a un goût. Alors, et après c'est à moi de reproduire ce goût-là ou de le retrouver. Après, ouais, moi je suis beaucoup passé par plutôt des émotions quand je travaillais le soleil, la pluie, la douleur, la caresse. Par exemple, quand en hiver, j'aimais bien cacher du lard, mais pas le mettre physiquement, qu'on le voit pas, mais qu'on ait juste des saveurs. Parce que je trouvais que les gens, ça les rassurait, ça les ramenait à la cheminée, ça les ramenait vers eux, vers cette espèce de cocooning dont on a besoin, des saveurs rassurantes, et pourtant je mettais pas un plat au lard, quoi. Parce que sinon, tout de suite, c'était trop évident, c'était facile de faire un truc avec du lard. Puis les gens, en plus, après, ils me disaient c'est gras, c'est bon. Mais non, mais moi, je cachais des petits trucs de lard, des petites saveurs, des infusions, pour avoir justement ce côté rassurant qui rappelle la cheminée, qui rappelle les retours de forêt, de choses comme ça. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Il y a dans Ratatouille, c'est très très bien fait, le dessin animé, parce qu'à un moment, la petite souris, là, Rémi, il fait un plat, et alors eux, et c'est une petite pensée, mais c'est une note de musique. Et ça fait ting ting ting, c'est un peu comme j'ai vu en bas la signature, là. Ça fait ting ting ting, et ça donne une musique, et cette musique, lui, il la représente en cuisine. Moi, c'est des goûts qui racontent des histoires, et je travaille aussi beaucoup sur les énergies, et en fait, ce que je fais, c'est le lien entre les choses. Et il faut que le lien soit vrai, et justement, je me sers de l'eau, donc je me sers des sauces, puisque c'est moi qui les fais. Et c'est souvent ça qui fait le lien et qui fait que les choses où je les transforme en gourmandise, où je les transforme avec des acidités ou des poivres, où je vais chercher quelque chose de plus tranchant, de plus frais, ou alors à l'inverse, de plus chaud, de plus doux, ou de plus gourmand. Comme des accents un peu. Ouais. Est-ce que le rendu final c'est toujours le même que celui que tu imaginais à la base? Ou est-ce que parfois l'intervention de l'équipe derrière, parce que cette notion de collectif est toujours hyper importante et chacun met un peu sa patte derrière dans les créas, est-ce qu'il y a un décalage des fois entre ce que tu voulais ou visualisais et le rendu final? Oui, il y a forcément des décalages et c'est justement là où ça évolue. C'est que des fois, les gars ils me proposent une cuisson ou ils me proposent quelque chose. Moi je ne l'avais pas imaginé comme ça. Et finalement, après, moi j'arrive avec ce qu'ils me proposent, à retransformer pour que ça revienne à peu près là où j'ai envie d'aller, mais tout en me disant ce qu'ils ont fait c'est pas mal. Et je pense notamment, tu sais, le bois de céleri qui est devenu un peu une signature maintenant. Une fois, ils n'avaient pas compris, ils ont coupé des tranches de céleri, ils ont mis ça au four, puis ça a créé une espèce de tranche de céleri toute fine, toute sèche, mais ça ressemble à un morceau de bois, et ce truc-là, ouais, c'est devenu un truc signature. Tous les automnes, je fais un plat avec ça. En ce moment, on fait un céleri, comme un céleri rémoulade, mais comme il n'y a plus de moutarde à cause de, soi-disant, la guerre, on a remplacé par comment ça s'appelle par le réfort qu'on ramasse chez Madame Huitric.
Donc on fait un céleri rémoulade au réfort avec le gouel pour le lier, parce que la moutarde ça liait, mais là on n'en a plus. Alors on prend le gouel de la ferme du Bois Joubert et on le fait fumer à la tourbe. Alors ça c'est Félix qui me l'a apporté, moi je l'avais pas fait fumer à la tourbe, puis quand il a goûté il me fait ouais bah, c'est un céleri rémoulade. Et j'étais hyper déçu. Donc dans ces cas-là je fais un petit peu la tranche, puis il me dit mais pourquoi, vu que tu veux faire un plat d'automne, pourquoi tu ne le fais pas fumer à la tourbe pour que ça nous rapporte justement ces premières odeurs de fumée, de cheminée, de tout ça. Et finalement on l'a fait et ça cartonne. Et là ça doit faire 3 semaines que je le laisse à la carte parce que ça marche super bien. Et on a fait le petit bois de céleri à côté et on rajoute un petit caviar japonais juste dessus qui est un caviar végétal et un peu de caviar pour mélanger un peu. Et voilà, ça c'est des choses qui évoluent aussi en fonction pas uniquement en fonction des cuisiniers, mais aussi en fonction justement de l'échange que je peux avoir avec les gens de la salle, puisque les gens de la salle ils goûtent les plats et ils ont aussi tous les retours des clients. Et ça c'est aussi très important, les retours des clients. Si on a un retour négatif, on dit rien. Si on a un deuxième, on regarde. Si on a un troisième, on change. Et je voulais savoir si vous faites des extras, entre guillemets, dans d'autres régions pour des manifestations particulières, à Paris ou ailleurs. Alors, là aussi, pendant la période Covid, pendant 3 ans, j'ai pas quitté la maison. Alors avant, ce que j'ai pas raconté dans toute cette histoire aussi, c'est que j'ai ouvert un deuxième établissement qui s'appelle le Jardin des Plumes à Giverny, là où j'ai grandi finalement, et que là j'en avais fait une très belle maison anglo-normande, sur les mêmes principes que la Mare aux Oiseaux, dans laquelle je plaçais mes jeunes qui étaient chez moi en fin de parcours et qui avaient très bien travaillé, pour leur donner un peu l'impression d'être chez eux, dans un restaurant, hôtel-restaurant un peu magique, puisque nous, on venait gommer tout l'administratif. Donc on les laissait juste dans le créatif et dans l'accueil. Et on avait fait une vraie maison de salle. Bon, cette maison-là, je l'ai gardée pendant 8 ans. Et puis le dernier chef que j'ai eu en place, c'était David Gallienne. Et David Gallienne, il a gagné Top Chef juste avant la période Covid. Et du coup, juste avant. Il a gagné Top Chef en février, je crois, en janvier, et puis Covid est arrivé en mars. Et du coup, je lui ai vendu la maison, enfin je lui ai transmis la maison en fin février, et Covid est arrivé en mars. Voilà. Donc là, je sais plus pourquoi je disais ça, mais il y avait cette chose-là, et quand ah oui, je sais pourquoi. Parce que quand est arrivé le Covid, moi après, pendant 3 ans, j'ai pu quitter la maison. Parce qu'avant, avec Giverny, je me tapais des allers-retours tout le temps. C'est quand même 8 bornes aller-retour. Ça faisait beaucoup d'allers-retours et j'étais en fait très frustré d'arriver là-bas où j'avais une équipe en place que je voyais pendant 1 semaine par mois. Quand j'arrivais, finalement, j'avais que des problèmes sur le dos parce que eux, ils avaient que ça à me transmettre. En 1 semaine, il fallait que je règle tous les problèmes, que je leur remette la bonne humeur et que je reparte. Et quand je repartais avec tout ça sur mon dos à me faire mes 400 km, en général, je faisais le service du vendredi midi là-bas, je partais à 14h. J'arrivais en Brière le soir pour faire mon service du vendredi soir. Ils ne m'avaient pas vu de la semaine et je me retapais tous les problèmes de la Brière. Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans et quand ça s'est arrêté, en même temps est arrivé le Covid. Du coup, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis vraiment ancré en Brière. C'était fini, j'avais plus besoin de sortir de chez moi. En plus, je me suis mis à faire une cuisine 100% locale. J'avais plus du tout envie de sortir de chez moi. Et là, depuis 3 mois, 4 mois à peu près, je suis hyper sollicité de nouveau dans tous les sens, donc j'arrête pas de bouger de partout. La semaine prochaine, on part tous les deux, là on va faire un repas à 16 mains à Marseille. Voilà, il y a 2 semaines on était à Megève. Ouais, maintenant on bouge pas mal, je suis assez sollicité. On a mis en place là, sur l'année des échanges avec 4 femmes différentes, de 4 cultures et de 4 origines différentes. Donc des femmes chefs. On a fait un premier dîner avec Béatrice Gonzalez qui est une chef mexicaine. Donc un dîner à 4 mains. Et là, c'est pareil, il y a un espèce d'échange incroyable qui se fait avec le personnel de salle et le personnel de cuisine qui est inclus en direct dans une cuisine, qui apprend des nouveautés, des nouvelles techniques, des nouvelles choses, un nouveau pays, en salle des nouveaux produits à annoncer. Voilà, culturellement c'est hyper une nouvelle culture, c'est hyper intéressant. On a fait avec Fatima Al il y a 15 jours, qui est la reine des épices marocaines, donc un dîner à 4 mains sur le thème marocain.
avec Georgiana View aussi pour le Bénin, et là il nous en reste un. On va partir en Asie. Là, voilà, ça aussi c'est des choses qui représentent bien la maison. C'est-à-dire que moi je voulais faire un truc pour le respect des femmes dans le monde et le respect des femmes dans la cuisine pour la journée de la femme, et plutôt que de mettre juste un petit post qui ne sert pas à grand chose sur mon Instagram pour me donner bonne conscience, j'ai dit bon bah nous on fait jamais de 4 mains à la maison parce que j'aime pas ça. J'ai toujours l'impression que c'est un peu une compétition. Bah là on va pas faire une compétition, on va faire un acte d'amour. C'est-à-dire qu'on va inviter une femme, on va bien l'intégrer en Brière, dans la maison, dans l'équipe et tout ça. On va faire un repas qui vient de sa culture, pas de la mienne. Et du coup, ce que je leur demande, c'est de faire un repas qui vient de leur pays, qui leur rappelle leur enfance. Et là-dessus, nous, on vient le customiser pour qu'il nous ressemble un petit peu. Et on l'a fait justement le Mexique. Le deuxième, c'était Georgiana View. C'est maintenant, elle présente Masterchef. Avant, elle n'était pas trop connue. Et elle est du Bénin. Et la cuisine africaine, c'est aussi quelque chose de très fort, très empreint, qu'on ne connaît pas du tout. Et elle nous a apporté plein de choses. Elle a échangé beaucoup avec mes jeunes, que ce soit en cuisine, en salle. Et du coup, il y a des questions qui sortent sur l'enfance, sur pourquoi ça, comment les mamans faisaient ça. Et je trouve que c'est un joli message. Et nos jeunes, ils sont vraiment très sensibles, à tel point, c'est qu'en septembre, on a emmené toute l'équipe chez Georgiana à Nîmes. Donc on est parti à 42, on est descendu en avion à Marseille, et on a passé 4 jours à Marseille à découvrir aussi le coin, parce que dans notre équipe, il y a des gens qui voyagent jamais, il y en a plein qui n'avaient jamais pris l'avion. Et on les a emmenés chez Georgiana, qui était hyper contente à son tour de nous recevoir et de nous faire découvrir encore sa cuisine. Là, on a fait Fatima il y a 2 semaines sur la cuisine du Maroc. Il y a la famille Rollinger qui est venue parce qu'elle crée aujourd'hui des mélanges d'épices pour eux. Du coup, la famille Rollinger est venue, il y avait cet échange-là. Fatima, c'est une femme qui a 70 ans, qui a connu le roi du Maroc, qui a été invitée sur les plus belles tables. C'était une des tables préférées de Mitterrand, enfin voilà. Et aujourd'hui, elle vit à La Baule, dans son appartement, et elle, ça a été aussi cette espèce d'échange, de partage. Elle était contente qu'on s'intéresse à sa cuisine. Elle nous a fait un menu incroyable qu'on est venu customiser. Ça a été une soirée incroyable, et ça aussi, ça avait vraiment une signature forte chez nous, c'est-à-dire qu'on s'autorise tout à partir du moment où le message, il est dans l'amour, le partage, le respect et l'échange. Et le prochain qu'on fait, on va faire sur le Vietnam. Là, c'est le 18 décembre, et on n'a même pas besoin de communiquer, c'est plein. De bouche à oreille, c'est plein tout le temps. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une ou deux questions, ce sera la dernière parce que le temps commence à nous être compté. Ok, prenez sur vous. Ça va. Donc, est-ce que quelqu'un... Ouais. Merci beaucoup de nous expliquer. En tout cas, bravo pour votre parcours. Je voulais savoir comment vous accompagnez vos plats avec le vin. Alors là aussi, j'ai chez moi un sommelier qui est là depuis... Il va fêter ses 20 ans de maison l'année prochaine, Cyril Carré. Il est arrivé chez moi, il était juste serveur, il avait 19 ans. Et... non, 21 ans je crois, Cyril. 21 ans, et un jour je me suis aperçu qu'il aimait bien le vin, et je lui ai dit, bah voilà, moi c'est un moment où je passais une étape, après les étoiles et tout ça, et j'avais besoin d'un sommelier, j'avais pas envie d'un mec qui arrive et qui me dise, bah voilà, le vin c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et du coup je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te donne confiance, tu deviens mon sommelier, on travaille ensemble, et on travaille le vin comme ça. Et Cyril, du coup, il s'est fait à la maison, pas avec des cours, pas avec l'école, pas avec des choses très carrées, même si ça s'appelle Cyril Carré, mais il s'est formé chez nous, et il a une relation directe avec les producteurs, on n'en passe pas par les représentants, et aujourd'hui c'est pas un vendeur d'étiquettes. C'est-à-dire que chez moi c'est assez compliqué, parce que j'ai une cuisine du coup qui bouge beaucoup, très marquée en saveur, où je peux passer de la viande, du poisson mélangé, où on peut faire la viande, le poisson derrière, où on a des serveurs assez marqués, là notamment par exemple sur ces repas avec des femmes, il s'est retrouvé au moment du service, parce que finalement il y avait toute la mise en place, tout le discours, tout à mettre en place, et lui il arrive avec le vin au dernier moment, quand on crée les premières assiettes, il fallait qu'il goûte et que très vite il trouve ce qu'il faut. Et là aussi c'est
une gymnastique qu'il a mis en place. Ça fait 20 ans qu'il bosse chez moi, ça fait 20 ans qu'il transmet cette gymnastique où on est hors code. C'est le cœur qui parle, c'est l'émotion qui parle, c'est la connaissance de ces vignerons qui parlent, et il va très très vite. Il connaît par cœur ma cuisine. Quand je lui donne le dimanche mes petits dessins, là, lui il arrive déjà à imaginer à peu près le vin qu'il faut alors qu'il n'a rien goûté. Mais c'est tout cet échange-là en fait qui passe à travers les dessins, qui passe à travers tout ce qu'on a réussi à transmettre, à travers finalement cette signature globale qui va au-delà d'un plat, qui va au-delà d'une pensée unique qui serait la mienne avec juste tiens, j'ai une recette, elle est comme ça et puis c'est fini. Mais là, comme on n'a pas de vraie recette, on a un dessin, on a un geste, on a une pensée, on a une envie, et qu'en fait cette envie finalement elle est partagée sur le collectif. Le collectif il développe des choses qu'il ne développerait pas si on lui donnait juste une recette avec des pesées, avec tu fais comme ça et puis c'est pas autrement, de toute façon c'est moi qui l'ai décidé. Donc là tout le monde creuse un petit peu, tout le monde cherche, tout le monde anticipe jusqu'à la sommellerie, à la pâtisserie, et en fait ils anticipent tous ces codes et ces messages qui sont des messages de couleur, d'émotion, de saison que Félix leur transmet à travers ce que moi je pense. Et en fait, finalement, on tisse une toile qui fait que chacun s'exprime et finalement chacun devient quelque part un élément du tableau final. Merci beaucoup. Une question supplémentaire? C'est bon. Merci beaucoup à nouveau à nos deux invités, Félix, je n'avais pas le prénom au départ, et puis Éric Guérin, de cette passionnante échange, de cette passionnante rencontre. Je pense que vous avez passé beaucoup de messages sur la façon dont vous envisagez votre métier, la cuisine, et puis je dirais merci pour avoir passé cet amour de la Brière et d'une partie de notre département, de notre bon département. Merci. Merci pour votre confiance, bravo pour la qualité de l'exposition en bas. Et comme vous l'aurez compris, un Mort d'Oiseau, c'est pas un restaurant, c'est une maison de vie. Voilà, et on tient à ce que ce soit une maison de vie, parce qu'en fait, chaque personne ne vient pas chercher un travail, mais vient chercher un moment de sa vie qui doit l'enrichir et enrichir la maison en même temps. Et c'est comme ça que nous, on voit les choses, c'est dans cet échange et ce partage. Et ça nous enrichit aussi beaucoup de mettre des gens sur une voie et de voir comment ils transforment et ce qu'ils nous apportent.